L'année 2022 touche à sa fin, l'occasion de faire le bilan. Aujourd'hui, on va faire le bilan au Sahel. Nous allons retrouver notre invité de la rédaction. Il s'agit de Jérôme Pigné, président du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Jérôme Pigné, bonjour. Bonjour. Alors, avant de faire un bilan général, on ne peut pas passer à côté de l'actualité du jour. L'année s'achève par la condamnation au Mali de 46 soldats ivoiriens à 20 ans de prison, des militaires accusés d'être des mercenaires par Bamako. Est-ce que les deux pays vont entrer dans une nouvelle phase dans cette crise ? Alors, c'est nécessairement une nouvelle phase, en espérant que nous puissions envisager une forme de désescalade. Mais malheureusement, avec cette condamnation qui vient, je pourrais dire, à rebours des communiqués et des discussions qui ont eu lieu ces derniers jours et ces dernières semaines entre les deux pays, on pouvait envisager une sorte de détente, de désescalade avec un compromis. Le verdict rendu par ce tribunal spécial va nécessairement rajouter de la complexité à une situation qui n'était déjà, on va dire, peu favorable à la désescalade entre les deux pays, dans un contexte sous-régional que l'on connaît à la fois très volatile sur le plan politique, mais également sur le plan sécuritaire. Et donc il faudra suivre de très près dans les heures et les jours à venir ce qu'il va être dit et la réponse des autorités de la Côte d'Ivoire, puisqu'il y a eu quand même une délégation de la Côte d'Ivoire qui était venue à Bamako. On pensait qu'ils s'étaient entendus sur quelque chose. Maintenant, on navigue à vue, on va vers l'inconnu et c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour finir l'année 2023 et entamer finir l'année 2022 et entamer l'année 2023. Qu'est-ce qui pourrait apaiser les tensions ? Une grâce présidentielle ? Je pense qu'à ce stade, on n'en voit pas d'autre solution qu'une grâce présidentielle, parce que on peut pas d'un côté dire qu'il faut avoir recours à la diplomatie avec des émissaires et avec une relation qui était déjà tendue depuis quelque temps, et utiliser les canaux classiques de la diplomatie, et de l'autre côté avoir un verdict aussi fort. Avec 3 condamnations à mort par contumace. Donc on ne pouvait pas envisager pire scénario pour finir l'année, encore une fois. En espérant que du côté d'Abidjan, on saura toute raison garder, prendre un petit peu de hauteur, même si j'imagine que c'est bien difficile à ce stade. Et il faudra très rapidement que les autorités trouvent une solution, parce qu'on ne peut pas imaginer la stabilité du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest si le Mali et la Côte d'Ivoire n'arrivent pas à trouver une solution politique et apaisée déjà au niveau bilatéral. Alors, vous venez de parler justement de la stabilité sécuritaire au Sahel. Alors, s'il y a un événement à retenir cette année, c'est bien sûr le retrait de l'opération Barkhane de la région. C'est un tournant au niveau sécuritaire dans la région. Alors oui et non, c'est un tournant, je dirais que c'est un moment de rupture, parce que de toute façon, la France et Emmanuel Macron avaient annoncé que Barkhane n'avait pas vocation à rester ad vitam. Maintenant, c'est évidemment un moment de rupture parce qu'on entre dans une nouvelle phase. Il faut bien distinguer la détérioration de la relation entre la France et le Mali et la réflexion en cours de la France sur son nouveau dispositif. Il y a nécessairement, et on est déjà dedans, l'après-Barkhane. On est dans l'après-Takuba, même si les gens ont moins connu et moins suivi, parce que Takuba, c'était les forces spéciales européennes qui accompagnaient les forces maliennes, et on en a moins parlé, et parce que c'est une opération qui n'a duré que 2 ans finalement. Mais la France et ses partenaires, parce qu'il ne s'agit pas que de la France au Sahel, c'est la coopération internationale qui va entrer en matière d'accompagnement sécuritaire, militaire, dans une nouvelle phase. Maintenant, les tenants et les aboutissants, on connaît les pays sur lesquels la France souhaite davantage s'appuyer, comme le Niger, et surtout regarder aussi de plus en plus, malheureusement, j'ai envie de dire, vers les pays côtiers qui sont de plus en plus menacés. La Côte d'Ivoire, on en parlait à l'instant pour d'autres raisons, mais rappelons-nous des attentats de Grand Bassam en 2013. Maintenant, il y a eu le procès qu'on a aussi suivi de près. Et il y a d'autres pays comme le Togo, le Bénin, le Ghana qui sont aussi sous cette menace. Donc il y a une prolifération, une sorte de métastase de la menace. Et maintenant, il faudra voir dans quelle mesure les partenaires comme la France et d'autres vont essayer de repenser leur approche civilo-militaire à un moment où, comme je le disais, la situation politique et sécuritaire est des plus volatiles. Et cette approche doit être aussi repensée maintenant avec la présence russe dans la région.
Oui, c'est un moment où il y a une sorte de volonté de certains pays ou de certains régimes plutôt de repenser aussi leurs relations et leur vision stratégique avec peut-être de nouveaux partenaires. La Russie en fait partie, mais il y en a d'autres. La Russie, on en parle beaucoup plus parce que il y a l'ombre de Wagner d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit au Mali ou potentiellement au Burkina, même si pour l'instant l'État dit encore officiellement qu'il n'y a pas de Wagner sur son territoire. Mais évidemment, la Russie bénéficie, si vous voulez, d'une empreinte, on va dire, plus légère, parce qu'il n'y a pas ce passé colonial, mais elle profite aussi d'une dégradation continue de l'image de la France à l'endroit de certains États ou certains régimes, de populations aussi parfois, pas toutes les populations, mais certaines populations, surtout en capitale, des pays de la sous-région. Donc la Russie vient se positionner à un moment où le terreau est fertile, mais il y en a d'autres, il y a la Turquie, il y a le Qatar, il y a d'autres puissances. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de rebattement des cartes, une nouvelle dynamique des forces en présence avec lesquelles il faudra composer pour cette nouvelle année. Alors vous avez évoqué la situation sécuritaire au Burkina Faso. J'aimerais parler un peu du plan politique. Donc le Burkina Faso n'est pas épargné par les coups d'État. Le pouvoir est passé de Damiba à Traoré. Est-ce qu'on peut parler d'un changement de style ? Alors un changement de style, oui, certainement, parce que de l'extérieur, on a l'impression, et beaucoup de gens commentent en disant que le capitaine Traoré commence à de plus en plus imiter Assimi Goïta au Mali, en tout cas d'un point de vue vestimentaire, avec son visage souvent caché, avec une personne qui n'est pas très prolixe, donc plutôt dans le style d'Assimi Goïta. Maintenant, on est quand même dans, malheureusement, la continuité de l'instabilité, avec 2 coups d'État en très peu de temps au Burkina, mais comme on l'a connu aussi dans un laps de temps un tout petit peu plus long au Mali. Donc on est plutôt malheureusement dans la continuité de cette instabilité politique de ces dernières, ou même peut-être la plus difficile de l'histoire de ces jeunes États. Donc aujourd'hui, c'est véritablement difficile de voir quelle est la vision stratégique, quelle est la vision politique des régimes en place, à un moment où on doit à la fois penser le moyen et le long terme, mais surtout penser les blessures du quotidien, encore une fois, qui sont les questions d'insécurité et les questions d'urgence humanitaire, qui sont de plus en plus importantes dans ces pays-là. Alors justement, pour éviter cette instabilité politique, la CEDEAO a d'ailleurs tenté plusieurs médiations pour un retour des civils dans les pays que vous avez évoqués. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution. Est-ce que la CEDEAO a montré ses limites dans ces crises cette année ? Elle a montré, et pas seulement cette année, mais depuis une dizaine d'années, toute la difficulté à appréhender l'équation sahélienne. On a beaucoup taxé la France et d'autres partenaires étrangers d'ingérence et de mal se positionner et de ne pas répondre aux besoins des États et des populations, mais on se rend compte que l'Union africaine, à travers notamment la CEDEAO, n'a pas non plus eu les résultats escomptés, et c'est pas seulement cette année, c'est depuis cette crise, depuis que le coup d'État au Mali au début des années 2010, et avec tout ce qu'on a connu en 2011, 2012, puis l'intervention Serval en 2013, puisque le coup d'État était arrivé en 2012. Donc on voit bien que la CEDEAO a beaucoup de mal à se positionner, elle a beaucoup de mal à être audible, et de plus en plus à l'aune justement de ces nouveaux partenariats désirés par certains régimes à l'endroit de la Russie et à l'endroit d'autres partenaires, on voit bien que l'Union africaine, dans sa composante sous-régionale qu'est la CEDEAO, a beaucoup de mal à se faire entendre, à la fois dans son schéma d'intervention militaire, parce que cette force en attente de l'Union africaine et de la CEDEAO, on en parle depuis plus de décennies, et sur le plan politique, on voit bien que la médiation, force est de constater qu'aujourd'hui, elle accouche d'une petite souris. Jérôme Pigné, merci d'avoir été en direct avec nous et d'avoir répondu à nos questions.